Voilà, tout d'abord, merci à l'UPSTIL de m'avoir invité aujourd'hui et puis de partager ce moment avec vous. Comme l'a annoncé M. Schmitt, je vais vous parler de formation d'ingénieurs en technologie, donc pour l'Europe, aux arts et métiers ParisTech. Je vous propose de vous présenter dans un premier temps, planter le décor et parler un petit peu des arts et métiers ParisTech. La formation a été revue il y a quelques années, donc je vais vous en décrire un petit peu les principes et les offres de parcours que l'on fait à chacun de nos étudiants. Et dans une deuxième partie, puisque le thème de vos journées, c'est l'innovation, je parlerai un petit peu des outils d'analyse fonctionnelle et l'utilisation qu'on en fait dans les écoles d'ingénieurs. Alors tout d'abord, Arts et métiers ParisTech, c'est un réseau de 8 CER, centres d'enseignement et de recherche, donc qui sont répartis sur tout le territoire, Lille, Metz, Paris, Angers, Cluny, Bordeaux et Aix-en-Provence, ainsi que 3 instituts de recherche. Ces CER, ces centres d'enseignement et de recherche, accueillent également 22 laboratoires de recherche, qui sont pour la plupart des laboratoires mixtes sur plusieurs écoles d'ingénieurs ou universités de chacune des villes. Nous accueillons environ 1000 élèves ingénieurs par an, nous en diplômons donc à peu près autant. Et parmi ces 1000 élèves, le recrutement s'effectue en grande partie sur vos étudiants. Les chiffres sont à peu près l'ordre de grandeur, 550 PT, 260 PSI, une quarantaine de MP et 20 PC. Le reste, c'est plutôt 110 étudiants par la filière DUT-BTS et des classes ATS. Alors, à côté d'arts et métiers, vous avez vu qu'il y a le mot ParisTech. Donc ParisTech, en quelques mots, c'est un PRES, pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Et dans les conférences qui vont suivre, je pense que vous entendrez parler un peu plus en détail de ces PRES. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit du regroupement de 10 grandes écoles qui sont pour la plupart installées à Paris intramuros. Et donc, l'objectif de ce PRES, c'est d'être plus gros, plus visible, donc visible à l'international, et puis de travailler en réseau. Et il n'est pas du tout exclu que dans quelques années, des étudiants qui vont rentrer dans une de ces écoles par le concours passent une partie de leur formation dans une des autres du réseau. Donc vous reconnaissez quelques écoles bien connues, les Mines de Paris, les Ponts et Chaussées, Polytechnique, le NSTA, je ne les cite pas tous, vous les avez sous les yeux. Alors depuis 2007, l'ENSAM est devenu Arts et métiers ParisTech, c'est-à-dire qu'on a changé notre marque, notre nom de marque. Et vous avez peut-être remarqué aussi sur les logos que d'autres grandes écoles ont fait la même chose. Alors, ParisTech, c'est aussi la mise en commun de moyens pédagogiques. Et donc, pour ceux qui recherchent sur le net des ressources pédagogiques, je vous engage vivement à aller faire un petit tour sur le site de ParisTech, où il y a ParisTech Libre Savoir, où des enseignants de chacune de ces écoles mettent à disposition des cours en français. Ce n'est pas les cours du MIT qui sont en anglais, ce sont des cours en français. Et donc, c'est un site internet à aller visiter. Voilà, donc voilà pour ParisTech. Parlons maintenant un petit peu de l'offre, du contenu de la formation Arts et métiers. Donc, l'ENSAM, elle est bien connue pour le diplôme phare qui est le diplôme d'ingénieur Arts et métiers, pour lequel la majorité des élèves qu'on recrute viennent à l'école. Par contre, on livre aussi d'autres diplômes, des masters recherche, des masters spécialisés. L'ingénieur en arts et métiers, lui, par contre, son étiquette, et on est assez fiers de ça, c'est un ingénieur généraliste qui a une dominante génie mécanique et génie industriel. Donc génie mécanique, c'est, on va dire, la composante scientifique et technique du métier, et par contre, le génie industriel, c'est plutôt la composante organisationnelle. La formation aux arts et métiers, elle a été revue et rénovée en 2003, et elle s'intitule donc formation d'ingénieur technologue maintenant. Vous voyez que le nom a changé depuis que le titre de ma présentation est apparu. Ça s'appelait Technologie pour l'Europe, et le mot Europe, vous allez le voir dans quelques instants, il n'a plus vraiment de sens. Alors cette formation, elle a été réécrite, et elle doit déboucher sur 6 capacités que doivent maîtriser tout ingénieur arts et métiers digne de ce nom. Et les programmes de formation ont été revus dans l'objectif de permettre aux étudiants d'acquérir ces 6 capacités. Alors ces 6 capacités sont les suivantes.
Elles sont établir un avant-projet, élaborer une conception détaillée pour pouvoir concevoir un produit, maîtriser la transformation de la matière pour maîtriser les procédés, concevoir un système industriel et le piloter, et puis une partie non négligeable d'évaluer les interactions entre l'homme, la structure et la société pour gérer une organisation. Donc en fait, ces 6 capacités définissent le profil d'un ingénieur arts et métiers. Alors, comment arriver à ces 6 capacités? Eh bien, on a revu aussi un petit peu le principe de la formation. Et la formation, elle est basée, comme la plupart des formations, sur des disciplines. Donc, j'en citerai quelques-unes, mais il y en a bien plus que cela. Mécanique, matériaux, énergétique, construction mécanique. Ces disciplines sont enseignées comme dans toutes les écoles, dans les matières. Et dans chacune de ces matières, eh bien, on a certains savoirs, certaines connaissances, et on doit déboucher vers ces, finalement, 6 capacités. Or, un ingénieur arts et métiers, n'importe quel ingénieur d'ailleurs, quand il travaille le matin, il commence à travailler peut-être à 7h30 ou à 8h. Il ne commence pas par faire une demi-heure de matériaux, puis 3/4 d'heure de mathématiques, et ensuite un petit peu de conception. Mais tout au long de sa journée et tout au long de sa vie, il va intégrer toutes ces connaissances. Et on imagine tous un petit peu, puisqu'on est chacun enseignant dans notre matière ou notre discipline, qu'il n'y a que notre discipline qui est un peu la discipline reine, et qu'à côté, eh bien, les matières qui sont à côté sont peut-être un petit peu moins intégrées ou moins importantes pour la formation. Et en fait, ce n'est pas le cas, et on a un petit peu tendance à oublier toutes les activités interdisciplinaires. Et on imaginait aussi que un ingénieur ou n'importe quel étudiant ou élève qui est formé, il est formé dans chacune des disciplines, et puis qu'instantanément, parce qu'il a des connaissances dans une discipline, instantanément, il arrive les transposer dans les autres disciplines. Et, à mon avis, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, pour permettre aux étudiants d'arriver à faire la synthèse entre ces différentes disciplines, eh bien, on se sert tout au long de la formation des apports de connaissances de chacune de ces disciplines. On mène des activités transversales, interdisciplinaires, et puis ces activités transversales permettent de progresser dans chacune des disciplines, et on mène ce type d'activité tout au long de la formation, avec différentes disciplines. Alors, exemple, je peux citer un exemple classique où un étudiant va pouvoir être dans la discipline de fabrication, puis il a envie de mesurer le couple de perçage d'une machine-outil. Bien, pour mesurer ce couple, il va devoir choisir un capteur. Donc un capteur, ça fait partie plutôt d'une discipline électrotechnique. Et puis ensuite, il va devoir traiter le signal, filtrer, donc il va mettre des relations mathématiques en place. Et puis pour traiter ce signal, et puis pour arriver à le faire physiquement et avoir la bonne information, il va devoir programmer tout ça, donc mettre en place de l'informatique. Donc ce type d'activité, eh bien, on les développe et on les met en application avec les étudiants, avec toute une équipe pédagogique qui suit la progression de l'étudiant sur ce qu'on appelle un petit peu des TP longs. Évidemment, dans ces activités transversales, il y a aussi une part importante de projets, des projets à chaque fois interdisciplinaires. Voilà, donc ces activités transversales sont regroupées dans des unités d'enseignement qu'on appelle capacitaires et qui sont également évaluées comme chacune des disciplines. Voilà, alors